Salut la créative. Bienvenue dans le salon de thé créatif de la Storia Mimosa pour parler communication, créativité, business, mais autrement. Parce que je suis persuadée que la communication des entrepreneurs créatifs n'est pas celle de n'importe quel business. Ce podcast va t'apporter de l'inspiration et de la motivation pour trouver ta voie. Pour t'aider dans cette quête, des créatifs de tous horizons partagent leur expérience, leurs réussites, leurs doutes et leurs échecs. Je te propose aussi des questionnements, des tips rédac et storytelling pour repenser ta com et raconter ton histoire ou celle de tes produits. Bref, tu l'as compris, dans ce podcast, je te chouchoute toi et toutes les entrepreneurs créatifs. Moi, c'est Carole Fossati. Je suis éditrice, storytelleuse, rédactrice de contenu et mentor en communication. En octobre 2022, je crée la Storia Mimosa pour m'éclater en bossant sur les mots et pour aider les créatives à kiffer leur com. D'ailleurs, tu peux télécharger mon freebie. Deviens ta source d'inspiration pour 10 idées de posts fun en cliquant sur le lien en description. Et petit disclaimer, j'ai décidé ici de parler au féminin générique pour que les femmes soient vues et entendues. Mais que tu sois créateur, créatrice, quel que soit ton genre, tu es le ou la bienvenue. Maintenant que tu sais tout, installe-toi confortablement avec ta boisson chaude préférée et bonne écoute. Pour ce deuxième épisode, je suis ravie d'accueillir Faustine Croquison. Je l'ai découverte alors qu'elle était interviewée dans le podcast Je peux pas, j'ai business. Et j'ai adoré sa vision de la communication et des réseaux sociaux. Je suis alors vite allée voir son compte Instagram. Et là, j'y ai découvert des textes sublimes et délicats. Faustine y dévoile beaucoup de son intimité et de ses émotions. Ces émotions qui parlent à tous, ces émotions universelles. Et ces textes m'ont vraiment beaucoup touchée. Et maintenant, quand je regarde mon fil Instagram, j'ai régulièrement les posts ou les reels de Faustine qui apparaissent et ce sont toujours des moments suspendus et poétiques. Donc du coup, vous l'aurez compris, j'adore l'écriture de Faustine. Et ce qui m'a aussi intéressée, c'est sa casquette de mentor à travers son agence artistique qui accompagne les artistes dans la création de leurs projets. C'était donc assez évident pour moi que je devais lui proposer de participer au podcast Les Créatives. Et quand je lui ai expliqué le projet, Faustine a tout de suite accepté. Et pour ça, je l'en remercie. Et c'est donc avec une grande joie que j'accueille Faustine pour ce premier échange créatif. Bonjour Faustine. Alors du coup, je suis super contente de t'accueillir sur le podcast des Créatives. J'espère que tu vas bien. Ça va super, merci. Bonjour Carole, bonjour à tous. Bon, est-ce que t'es bien installée? Très bien installée, je suis très heureuse d'être là. Prête pour le podcast? Complètement. Super. Bon, alors on va pouvoir échanger. Et du coup, pour commencer, je propose que tu te présentes aux auditeurs pour qu'on sache un petit peu qui tu es et d'où tu viens. Oui, avec plaisir. Donc je m'appelle Faustine, je suis écrivaine et de façon plus large autrice, rédactrice. J'écris des livres pour moi, mais aussi pour d'autres gens. Et j'ai longtemps fait de la rédaction web, donc du contenu web. Et en parallèle de ça, j'accompagne les artistes, auteurs, créateurs de projets et créatifs à développer leurs projets, donc plutôt avec une dimension artistique, mais ça reste du développement de projet. Donc voilà. Ok. Comme vous l'écoutez, c'est pas pour rien que j'ai demandé à Faustine de participer au podcast. J'ai beaucoup aimé en fait les multicasquettes de Faustine. Je pense que c'est parfait pour pouvoir commencer à réfléchir sur la communication des entrepreneurs créatifs, puisque tu vas pouvoir nous parler à la fois de ta propre expérience et puis aussi de ce que tu peux voir un peu au quotidien en étant entouré de nombreux créatifs. Et dans cet épisode, on aurait pu partir un peu sur des bonnes pratiques ou des erreurs à pas commettre. Comme on est sur un podcast pour les créatives, on s'est dit qu'avec Faustine, une approche qui bouscule un peu serait plus appropriée. Et on s'est demandé comment je communique si les réseaux sociaux n'existent plus. Du coup, Faustine, ça m'intéresserait que tu me dises pourquoi est-ce que cette question t'a plu et pourquoi est-ce que tu as voulu qu'on parte sur ce sujet-là. Ouais, mais j'étais trop contente quand tu m'as amené cette question parce que, comme tout le monde, je pense, enfin en tout cas comme toutes les personnes qui aujourd'hui sont un petit peu dépendantes des réseaux, mais au-delà de la dépendance récréative, qui sont aussi dépendantes pour leur activité. Et moi, j'en faisais partie. J'ai mon audience aujourd'hui qui est vraiment sur les réseaux et c'est fabuleux parce que je peux aujourd'hui travailler d'où je veux et je trouve mes clients grâce
à Internet et grâce aux réseaux sociaux, mais c'est aussi très dangereux. En tout cas, ça l'est devenu pour moi parce que je devenais angoissée en fait dès que je perdais des followers et compagnie. Et cette question que tu m'as posée, je me la suis posée pas si longtemps avant que tu me la poses en disant mais en fait c'est pas possible que qu'on soit devenu dépendant de ce qui est censé être un outil et quelque chose qui est censé nous faciliter la vie. Et on devient comme ça, j'ai l'impression qu'en fait la technologie qui est quelque chose qui vient nous aider est devenue quelque chose qui devient nécessaire à nos vies et ça m'a fait très peur. Je pense que c'est un frein qui est très fort en fait pour les créatifs d'avoir ce poids des réseaux sociaux un peu sur les épaules, de comment je communique sur ça devient obligatoire, il faut absolument que j'y sois, il faut que je sois partout. Toi, du coup, comment t'as vécu ce moment justement où t'as commencé à sentir que c'était un poids et pas uniquement un moyen hyper positif de te faire connaître? Quand ça devenait le pilier principal et quand je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais bien produire et écrire pour les réseaux plus que pour mes clients ou futurs clients. Et il y a une grosse différence entre tout ça. Et donc pour répondre à ta question, en fait, de qu'est-ce qu'on ferait s'il n'y avait pas les réseaux, bah j'ai testé ça. Donc j'ai totalement arrêté les réseaux. J'ai vraiment essayé de couper en me disant là, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et magie, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à refaire des appels. Donc c'est fou quand même qu'on en arrive là. Et surtout après, bon alors ça c'est différent parce que je veux vraiment pas cracher dans la soupe parce que pour moi les réseaux aujourd'hui c'est indispensable et même heureusement qu'il y avait ça au moment où il y a eu cette crise sanitaire par laquelle on est tous passés. Grâce à ça, il y a quand même plein d'entreprises qui ont pu continuer et beaucoup qui ont certes coulé à cause de ça, à cause de l'interdiction du présentiel. Mais ça a permis les réseaux ont permis de sauver des tonnes et des tonnes d'entreprises et même à des entreprises de rebondir, etc. Donc c'est magique, c'est un super outil, mais on oublie que de base c'est ça, c'est censé nous aider et nous faciliter la vie. Et donc je suis revenue au téléphone et après quand j'ai repris les réseaux, j'ai gardé ces réflexes de téléphone, c'est-à-dire de dire en fait quand j'ai quelque chose à proposer, je le propose et je tourne pas autour du pot. J'appelle aussi, donc en fait maintenant je suis une grande fan des voice, des messages vocaux, parce qu'en fait c'est tellement basique qu'on l'a oublié quoi. Et voilà, donc ce que je ferais, tu vois, c'est ça, c'est d'essayer de me demander qu'est-ce qui à la base était évident et qui ne l'est plus devenu quand on nous a amené toutes ces possibilités. Ok, donc au-delà de créer du contenu, si les réseaux n'existaient plus, donc il y aurait plus de contenu à créer, comment est-ce que tu vas chercher les personnes avec qui tu veux travailler? C'est dans alors là tu parles de si je devais y aller dans la réalité donc et pas dans le digital. Ouais, c'est ça. Ouais, en fait je ferais exactement ce qu'on fait avec l'idée des groupes Facebook ou des hashtags. En fait un hashtag c'est simplement des gens qui ont un intérêt commun et donc je ferais ça. J'irais dans des groupes, dans des conférences, dans des séminaires, dans des lieux qui rassemblent a priori des gens qui ont un intérêt pour ce que je fais ou qui a un intérêt commun avec ce que j'aime et ce que je peux proposer. Et en fait, voilà, je les rencontrerai en vrai. Et je pense que c'est ça qu'on oublie. Par exemple, tu vois, là, je prenais mon exemple des hashtags. Le hashtag, en fait, derrière, on va être complètement accro à ce truc de non, mais il faut mettre des hashtags parce que ça rassemble ou je sais pas quoi. On oublie qu'en fait, un hashtag, c'est rien de plus bête que un groupe de personnes qui aiment une chose en commun. Voilà. Et donc, a priori, c'est comme quand on va au musée, il y a un groupe de personnes qui aiment une chose en commun qui se trouve être le tableau de la Joconde ou je sais pas quoi. Mais c'est la même chose, en fait. La Joconde est un hashtag. Voilà. Ouais. C'est horrible. Celle-là, on va la garder. Ouais, voilà, ce sera la punchline. Je pense qu'il y a des critiques d'art qui seront pas d'accord avec ça. Mais j'aime beaucoup cette comparaison. Et du coup, en fait, je trouve ça hyper intéressant parce que finalement, tu mets le doigt sur le fait qu'il faut arriver à voir les réseaux sociaux comme en fait simplement le prolongement de la vraie vie. C'est-à-dire, c'est pas que ça. Ce n'est pas toute la vraie vie n'est pas dans les réseaux sociaux,
mais les réseaux sociaux font partie de la vraie vie, et que donc du coup il faut arriver à regarder le réseau social et à l'utiliser comme un moyen de communication, ce qu'il était à la base, mais vraiment en se disant voilà, je vais me connecter à des vraies personnes et pas j'utilise tout un tas de techniques avec des hashtags, des reels, des carousels ou je ne sais quelle autre technique de marketing pour pouvoir se faire remarquer, mais plus en me disant il y a des gens qui sont derrière tout ça, Ouais, quoi. exactement. En fait, je pense qu'il faut le faire si on adore faire ça. Faut pas s'en priver, évidemment. Il s'agit pas de dire ne le faites absolument pas si en fait les gens sont hyper à l'aise avec ça. Et il y a plein de gens qui aiment aller tester ces nouveaux trucs et tout, et qui aiment y passer du temps et qui aiment créer du contenu et qui d'ailleurs après même parfois se reconvertissent dans la création de contenu. Pourquoi pas, hein. Ça peut même ouvrir des portes. Enfin, comme je sais que tu t'adresses à une audience d'artistes. Moi, je connais une photographe et je trouve ça génial en fait, qui en pouvait plus des banques d'images ou des vidéos toutes faites et qui en fait s'est reconvertie donc elle est photographe, elle est très talentueuse et elle s'est reconvertie dans la création de mini vidéos juste pour les reels justement. C'est tu vois des ralentis, des trucs en fait hyper artistiques parce que c'est vrai que c'est ce qui manque. On va avoir des photos hyper génériques et hyper lambda et elle fait des photos hyper léchées et des vidéos comme ça de close-up en fonction des activités. Donc en fait, elle a différents packs avec différentes activités. Par exemple pour les métiers de la restauration, de l'alimentaire, les métiers de l'esthétique, les métiers de l'art. Donc par exemple, elle a tu vois des ralentis sur des mains qui font de la poterie, des photographes qui tiennent leur appareil et tout. Et en fait, je trouve ça génial parce que elle, c'est vraiment sa passion et elle a vu dans les réseaux un moyen aussi de mettre à profit sa compétence. Et tu peux maintenant lui acheter des packs pour toi ne pas avoir à faire ces vidéos-là ou ces photos-là et en ayant un truc qui passe sur une banque d'images, quoi. Donc ce que je veux dire par là, c'est que ça peut vraiment être une passion et une opportunité. Je pense même aux graphistes, aux illustrateurs qui peuvent ensuite faire des posts pour des gens, vendre leurs services comme ça, donc c'est quand même génial. Mais il faut pas se mettre au service de ce truc-là et de se dire quand on commence à regarder pour moi et il y a plein de gens qui me croient pas quand je dis ça parce que des fois on me dit ouais mais non tout le monde regarde ces chiffres et je dis mais oui je regarde, si je vois que d'un coup je perds 8000 abonnés, je vais quand même me dire merde, dommage. Mais en réalité, je regarde absolument pas ça. Jamais, 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 jamais. Parce que là, pour le coup, je trouve qu'il y a la dépendance qui vient. Et ce que je regarde, c'est est-ce que ma règle absolue, c'est est-ce que l'effort que je mets dans ce truc-là, il me rapporte quelque chose. Et si en fait, je fais un post Instagram ou un Reels, par exemple, et que ça me prend une demi-heure, et que derrière ça me rapporte 100, 200 followers, ou que je peux vendre quelque chose, donc un de mes livres, ou même tu vois, avoir une opportunité de rencontrer quelqu'un pour un podcast, par exemple, comme c'est le cas avec toi, dans ce cas-là, ma demi-heure, c'est ok. Par contre, si je commence, je me rappelle, j'avais fait une série sur l'été, où je voulais présenter un livre à la base, j'étais un petit peu ambitieuse, je m'étais dit un livre par jour, un livre qui prend moins de 2 heures à lire pour l'été, et j'en fais un par jour pendant l'été, et je trouvais ça sympa. Ah bah non, en fait, c'était beaucoup trop long, parce que je maîtrisais pas du tout le truc des reels, là, les vidéos, je trouve que c'est hyper compliqué. Ancienne génération, désolé. Et donc non, là, ça me rapportait rien du tout, alors que pourtant, en termes de visibilité, ça marchait vachement bien, les gens étaient hyper contents de ce truc-là, j'ai vendu des livres comme ça, mais ça me prenait trop de temps, c'était beaucoup trop chronophage, et le retour sur investissement était trop pauvre. Ouais. Et du coup, comment est-ce que tu arrives à juger, ce que je me dis que là, il y a des personnes qui t'écoutent et puis qui se disent bah oui, mais moi finalement tout est trop chronophage. Enfin, je pense surtout quand on débute sur les réseaux sociaux, tout prend beaucoup de temps parce qu'on découvre tout, on découvre les outils, on n'a pas forcément encore l'habitude on n'a pas encore vraiment forcément sa patte pour écrire ou pour faire un reels si on est plus vidéo. Enfin, tout ça prend forcément du temps. Comment est-ce qu'on arrive à juger ou à jauger que les choses sont suffisamment rentables, que ce soit pour on va dire d'un point de vue business, c'est-à-dire je vends des choses, ou alors peut-être d'un point de vue plus
ce que j'aime faire ou pas, c'est-à-dire plus finalement quelque chose au niveau du plaisir. Voilà, je sais pas comment toi t'arrives à. Alors, moi du coup, ce que j'entends, parce que enfin, là j'aurais envie de te dire ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est cette idée de est-ce que ça me coûte ou est-ce que ça me rapporte. Mais en termes d'énergie, je te donne l'exemple pour moi, en fait, j'ai un compte autour de la poésie, ça me rapporte absolument rien, ça, tu vois. Enfin, c'est juste pour moi, c'est juste pour le plaisir de partager mes mots. Ça me donne en revanche beaucoup de visibilité et de lien avec les gens. Je sais que je suis très très proche de mon audience, par exemple, et je partage des choses très intimes. Mais en termes d'argent, ça me rapporte pas, hein, c'est pas ça qui fait. Mais en découle beaucoup de choses, parce que d'abord, ça me donne une crédibilité auprès des médias, ça me donne une crédibilité auprès des gens qui viennent, parce qu'il y a une audience qui est créée, et c'est grâce à ça que je vends ensuite mes services en tant que rédactrice ou en tant que formatrice, mentor, etc. Et donc déjà, c'est de mesurer voilà ce que ça veut dire, hein, c'est quoi un résultat et c'est quoi un coût pour soi. Et après, c'est là où je voulais te dire moi ce que j'entends derrière ça, c'est plus, la réelle question, ce serait, alors sans dire parce que ce mot-là il est pas beau, il est pas aimé en tout cas, mais c'est le mot excuse quoi. C'est en fait se lancer dans un projet, quel qu'il soit, ça demande des efforts. Et il s'agit pas de faire des choses que vous n'aimez pas, mais il s'agit de se demander, ok, est-ce que là je suis en train de me trouver une excuse de non mais vraiment là ça me rapporte absolument rien, c'est pas comme ça que je veux faire mon métier et tout, ou est-ce que c'est réel, ou est-ce que c'est un peu une excuse pour dire j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de mettre le nez dedans parce que de toute façon oui, quoi que vous appreniez, ça vous prendra du temps. Et je veux dire, même sur la discipline artistique en elle-même, on réfléchit pas de savoir si c'est dur ou pas. Enfin, moi, écrire, c'est pas facile, hein. Il y a plein de moments où j'ai pas d'inspi. Quand j'ai des commandes spécifiques, que je dois les rendre à telle date, ça vient pas comme ça. Mais pour autant, en fait, c'est vital. C'est parce que je suis hyper rattachée à pourquoi je le fais. Et en fait, quand on sort dans un projet qu'on a envie de faire fleurir et qu'on a envie qu'il vive, et un projet entrepreneurial, pour ça, ça passe par le chiffre d'affaires. Voilà, même si c'est un sale mot qu'on n'aime pas trop chez les artistes, c'est une réalité. Et moi, tu vois, j'étais en plein dans ça il y a pas longtemps, et où je me suis dit, mais non. En fait, je refusais d'accrocher mes deux casquettes, celle de l'entrepreneuse et celle de l'artiste, et où en fait, je me suis vite rendu compte que moi aujourd'hui, mes ambitions, c'est pas juste déjà, j'accompagne d'autres artistes, et parfois c'est des gens qui peuvent pas me payer, et en fait moi, leur projet, il me parle et j'ai envie de pouvoir investir dedans. J'ai envie de créer des films, j'ai envie de pas me limiter. Et aujourd'hui, en fait, j'en ai marre d'être dépendante de bourses, parce que on va devoir faire des dossiers pour présenter notre projet. J'en ai marre aussi d'être limitée parce que on va me dire qu'il y en a déjà 10 000 qui sont passés par là. J'en ai marre d'être limitée parce que il faut attendre que la maison d'édition de je sais pas quoi vous donne l'accord, ou que le label pour les musiciens vous représente. Pareil pour les photographes, il faut absolument qu'ils soient en agence ou je sais pas quoi. Et ben, en fait, si vous commencez à développer votre truc à vous, votre activité, et que c'est vos fonds, bizarrement, les portes d'une s'ouvrent plus facilement, et en plus, si elles s'ouvrent pas, c'est pas grave, parce on a les moyens de le faire soi-même, quoi. Et je sais que moi, quand je me suis raccrochée à ça, je peux te dire que tous les sacrifices que j'ai fait pour mon travail, où je me disais, ouais, je suis une vendue capitaliste, et ça s'est vite calmé, quoi, parce que en fait, je sais que je le faisais pour quelque chose qui servait autre chose. Et donc, du coup, en fait, là, ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement, ce qu'il y a aussi derrière un peu la question de comment je communique si les réseaux n'existent plus, il y a peut-être aussi cette peur, comme tu disais, d'être une vendue. Une fois qu'on se met dans les réseaux sociaux, c'est-à-dire voilà, de rentrer dans tout un système capitaliste qui nous oblige à produire gratuitement, à passer beaucoup de temps à faire quelque chose qui n'est pas du chiffre d'affaires direct, ou qui n'est pas de la créativité pure, ou en tout cas celle que les artistes ont envie de produire. Donc moi, ce que j'entends, c'est que toi, tu as réussi via ton compte, parce qu'en fait, finalement, tu t'es approprié ton compte pour en faire ce que t'aimes, c'est-à-dire de la poésie.
et en fait t'es pas en train de partager du tout. D'ailleurs, faut que vous alliez sur le compte Instagram qu'on donnera à la fin, mais de Faustine. Mais en fait, du coup, sur ton compte, tu ne partages jamais de conseils business ou de conseils justement pour avoir une bourse ou pour savoir où trouver l'argent pour monter son projet en tant qu'artiste. Tu partages simplement ce que toi tu aimes faire, c'est-à-dire de la poésie. Et j'imagine que ça doit faire peur quand même aux artistes qui se disent bah oui, mais d'habitude sur les réseaux sociaux, faut parler alors business, même si son business c'est de la création, mais il faut parler business. Moi, je pense pas. Moi, je pense que il faut faire ce pourquoi on est bon. Et c'est drôle que tu dis ça, tu vois, parce que en fait, donc comme tu le dis, moi j'ai plusieurs casquettes, mais j'en ai deux grosses. C'est finalement l'écriture d'un côté et mon agence artistique de l'autre. Et cette agence, pour vivre, elle vit grâce au projet des autres, c'est-à-dire que je fais beaucoup de formations, des conférences, des ateliers, etc. Ces choses-là, elles demandent évidemment de trouver des clients. Là où avec mes livres, finalement, c'est des clients aussi, c'est des lecteurs, mais on est sur une autre dimension. Il s'agit pas de dire 3 pour le prix de 2 en promo tout l'été. Enfin, voilà, c'est plus subtil que ça, disons. Et je pense que ça m'a vachement servi pour le côté business, parce que à la base, donc moi je travaillais pour des entrepreneurs, des gens qui avaient besoin de contenu, voilà, qui voulaient faire des livres, écrire leur biographie et tout ça. Et donc j'avais un pied dans un monde, un pied dans l'autre. Et je pense pas qu'il faille faire ce qu'on veut, parce que mine de rien, si ça a l'air comme ça tout mignon et tout, je suis quand même beaucoup de code. Je poste beaucoup, je fais beaucoup de stories, mais déjà je le fais quand je veux et je le fais comme je veux, parce que ça j'en suis persuadée, ça se transpire quand c'est pas fait avec le cœur. Et vous aurez beau faire toutes les techniques marketing ou faire exactement comme le copain qui a 100 000 abonnés ou je sais pas quoi, ça marchera pas. Et moi je connais des gens qui ont des toutes petites audiences, mais des audiences hyper engagées parce qu'ils font un truc trop bien qui leur ressemble. Et ce qui est drôle, c'est que aujourd'hui, je travaille avec quelqu'un, donc j'ai un bras droit, et elle me dit, elle s'occupe plutôt du coup justement de la partie développement de l'agence, et elle est pas contente. Elle est pas contente de Faustine du tout même. Elle a encore fait une petite remarque très gentille avant-hier. Chloé, si tu nous écoutes, mais elle m'a dit que j'ai trop mon intimité, parce que c'est vrai que dans mes livres ou sur Instagram, tout le monde connaît ma vie, quoi. Tout le monde sait quand j'ai une peine de cœur, etc. Et je suis pareil, je suis vraiment pareil avec mes clientes. Et en fait, bon, pour la petite histoire, c'est quand même ma vie, mais c'est pas ma vie à l'instant T, hein, c'est des choses parfois que j'ai écrites il y a 8 ans. Voilà, déjà, petite mise au point. 2, ça reste les réseaux, donc en fait, on y met aussi ce qu'on veut, et il y a plein de choses que je garde pour moi, donc ça c'est pareil, c'est vous qui décidez de ce que vous donnez et dans quelle mesure vous le donnez. La question c'est de savoir pourquoi vous le donnez. Si c'est pour juste être intéressant ou intéressante, ça n'a pas grand sens. Mais en l'occurrence, c'est parce que je sais, et c'est ce que j'ai répondu à Chloé. J'ai dit mais non, justement, Chloé, les gens ils connectent avec moi parce que il y a ça entre nous et il y a pas de filtre, et je leur montre quand ça va pas, quoi. Et ça m'est même arrivé de faire par exemple, j'ai des photos, mais parce que j'ai des amis photographes qui prennent beaucoup de nus, et moi j'ai aucun problème avec la nudité. Et je sais que mon bras droit m'avait dit ça pourrait poser problème, tu vois, des gens, et je leur ai dit mais non, c'est pas des gens avec qui je veux travailler. Je vais travailler avec des artistes, donc tant pis. Moi, c'est pas une photo nue pour me montrer nue, c'est une photo nue artistique, ou une photo nue qui vient justement parler de l'intimité, de la peur de se mettre à nu, de la peur de... Et je lui ai dit, t'imagines même pas comme je me sens puissante, moi, d'aller mettre ça, parce que y a plus rien qui peut m'atteindre. Moi, mettre du contenu, maintenant, sur Internet, c'est pas compliqué, hein. Mais là où je veux en venir avec ça, c'est que je pense que il s'agit pas juste de dire faites comme vous le sentez, il s'agit de repérer ce pourquoi on est doué et ce qui nous connecte aux gens. Et moi, aujourd'hui, c'est l'intimité que je crée avec les gens. C'est tout. Et ça sera peut-être pas le cas de quelqu'un d'autre. Mais demain, si je commence effectivement à dire les 5 conseils pour faire ceci, pour écrire un livre ou je sais pas quoi, je sens que ça va pas marcher.
Et donc Chloé, encore elle, m'a fâchée parce que ça fait des mois et des mois qu'elle attend qu'on développe l'Instagram de l'agence qui s'appelle Les Heures. Et ce compte Instagram existe. Et je crois que depuis 6 mois, je ne fais que repousser dans la bio, c'est écrit rendez-vous le 1er, je sais pas quoi. Et donc au départ, c'était rendez-vous le 1er septembre. Puis c'était le rendez-vous le 1er janvier. Et aujourd'hui, on est bien passé cette échéance. Et je dis non, j'ai aucun intérêt à faire. Mes clients sont là, mes clientes, elles sont là. J'ai pas envie de produire du contenu pour produire du contenu. Et là où j'ai envie de vous dire qu'il y a une nuance à faire, c'est qu'elle aurait raison, dans le sens où aujourd'hui, je veux pas le faire parce que je me préserve moi, et que mon énergie elle est pas à cet endroit-là, mais que effectivement si demain je décide de faire du contenu aussi bien que je le fais sur mon premier compte, c'est sûr que j'aurai encore plus de clients. C'est juste que là Faustine est un petit peu feignante et elle se dit ça marche comme ça, continuons comme ça et c'est très bien. Mais donc, pour répondre à ta question, je pense qu'il s'agit pas de faire comme on veut, mais il s'agit d'aller voir où est notre énergie et la mettre au bon endroit, c'est tout. Je trouve que c'est un super conseil parce que c'est-à-dire de trouver ce qui nous anime, mais d'être quand même capable de suivre les règles du réseau qu'on choisit, parce qu'il y en a forcément et que donc du coup, il faut trouver celui qui nous convient aussi et justement qui correspond à ce qui nous anime et ce pourquoi on est bon. Et du coup, on va pas tarder à arriver à la fin du podcast déjà. Et je voulais te demander parce qu'en fait derrière la question de voilà comment on communique sans les réseaux. Bon, la réponse est bien sûr, on a besoin des réseaux parce que maintenant c'est devenu indispensable. Donc on peut quand même utiliser son téléphone, on peut quand même rencontrer des personnes en physique sur voilà des lieux de rencontre où il y a des centres d'intérêt et où on peut rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres artistes. Mais si on veut quand même communiquer sur les réseaux sociaux, soit qu'on débute ou soit qu'on a perdu un peu la flamme parce que justement toutes les règles ont pu nous fatiguer ou parce que on s'y retrouve plus dans ce qu'on fait, on s'est perdu quoi. Est-ce que tu aurais un conseil pour aider justement les artistes qui ont besoin un peu de trouver cette énergie pour pouvoir quand même trouver ses clients sur les réseaux? Ouais, faire comme les autres, hein. Vraiment, et ça, je m'explique évidemment en disant ça. Mais pour moi, la règle quand on a peur, c'est d'aller trouver les comptes ou les contenus qu'on lit, mais religieusement, sans même se poser la question, parce qu'on trouve ça hyper inspirant, et de se dire qu'en fait, juste se mettre à la place de la personne qui l'a fait, elle l'a pas fait pour se dire juste haha j'ai des followers. Et en fait même si elle se dit ça, on s'en fout parce que vous l'avez lu en disant waouh là j'ai pris une valeur de fou. Donc de se dire qu'il y a quand même des gens derrière, ce que tu disais. Et donc repérer ces gens-là, peu importe que ce soit dans votre discipline ou pas. C'est-à-dire que si vous êtes photographe ou peintre, même si il y a le contenu que d'une je sais pas moi, d'une conseillère en développement digital ou en marketing digital qui vous parle de ces 3 techniques de la semaine et que ce contenu-là, vous le lisez, vous le consommez toutes les semaines, faites votre petite liste de ces gens-là qui, dans la forme, vous inspirent, et après faites la même chose mais sur votre discipline à vous. Voilà, vous prenez un compte de concurrent, tout simplement, et vous dites ah ouais mais en fait ce qu'il fait c'est hyper inspirant, et en fait vous couplez les deux et à un moment donné ça va vous donner votre recette magique. Et même si vous pensez que vous ferez la même chose et donc c'est pas cool parce que c'est du plagiat, non, ce sera jamais la même chose, c'est impossible. Vous aurez beau essayer, ça sera pas la même chose. Et vous, de toute façon, vous écrirez pas de la même façon parce qu'il y aura quand même des choses qui seront dans votre façon de parler pas de la même façon, pas la même tonalité. Et en fait, en faisant ça, on s'entraîne et on se rend très vite compte de ce pourquoi on est doué ou pas. Moi, j'ai fait des trucs, franchement, pas jojo, quoi. En fait, tu vois, là, en te le disant, je me suis rendu compte que pourquoi est-ce que je m'étais mise sur Instagram, parce que moi, mon réseau de prédilection, c'est Instagram, c'est que de base, j'avais une réelle envie de vouloir partager mon contenu, et que je me suis dit, là, pour moi, la forme la plus adaptée, ce serait Instagram. Alors qu'à l'époque, en plus, Insta, c'était pas hyper développé. Enfin, c'était, en tout cas, pas commercial du tout. Il y avait vraiment moins cette dimension-là. Et je suis en train de me rendre compte que, par exemple, pour cette agence, Les Heures, où je boude là, parce que je ne veux pas, comme une enfant qui dit non, j'y vais pas, et où la maman Chloé qui dit mais si, t'y vas. Je veux pas parce que je sens qu'en fait, c'est
Instagram que j'aime pas. Mais par contre, dire mon contenu, le développer, en parler, j'adore. Et je sens, petit à petit, que mon moyen d'expression pour parler de ma partie pro, donc de cette agence, ce sera plutôt du podcast, par exemple, tu vois. Donc en fait, le conseil que j'aurais, c'est ça, c'est allez voir vous ce qui vous inspire, le type de contenu que vous consommez, peu importe que ce soit dans votre discipline ou pas. Et ensuite, même exercice, mais pour votre discipline justement, et reproduisez en vous disant, à ce moment-là, moi j'ai envie de parler de ça, ce truc-là, moi quand j'écoute ce genre de podcast, ce genre de truc, ça me stimule à fond. Par contre, je sens que c'est peut-être pas avec le podcast que je voudrais le faire, mais le type de contenu me plaît. Comment est-ce que je transpose ça? Et en fait, après, il y a un espèce de truc où là, ça redevient un outil. Moi, par exemple, pour mes textes, les reels là, truc au départ que j'ai essayé, en faisant, mais en essayant de partager mes lectures de l'été et tout, horrible, insupportable, vraiment, j'ai détesté ça. Mais à un moment donné, j'ai eu une autre idée où je fais beaucoup de notes audio, moi, avec mes amis, mes amoureux, enfin les gens de ma vie, quoi. On se partage beaucoup d'audio. Et un jour, je me suis dit, mais ce serait trop beau de les diffuser, parce que des fois, on se dit des belles choses quand même, et puis des choses, j'aime bien les choses du quotidien. Et là, je me suis dit, là, les Reels, ils ont un intérêt, mais complètement adapté. Et donc, je me suis dit, c'est parfait, j'ai trouvé enfin l'outil qu'il me fallait pour donner vie à ce contenu-là. Et tu vois, en fait, dans ce cas-là, ça redevient un outil, ça redevient quelque chose qui est nécessaire à ma vie, mais plus indispensable. Enfin, tu vois. Et voilà, je trouve que ça se fait plutôt comme ça, dans ce sens-là. Et dernière chose, se demander quand est-ce qu'on est en train de se trouver une excuse ou quand c'est réellement que ça nous fait perdre du temps. Mais la plupart du temps, l'excuse, elle cache beaucoup de peur et d'appréhension et de j'ai pas le temps et de trucs, quoi. Ouais. Eh ben super, parce que du coup, je trouve qu'on comprend hyper bien que oui, on peut trouver sa propre potion magique, mais que c'est pas magique de la trouver, que ça prend du temps, que il faut aller regarder les autres, s'inspirer et puis se connaître aussi pour arriver à trouver la bonne voie et que ça va pas se faire en claquant des doigts. Mais qu'il faut y trouver son plaisir. Donc merci parce que c'était hyper clair comme conseil, à la fois très concret et en même temps typiquement le genre de conseil que j'ai envie d'avoir sur mon podcast, c'est-à-dire pas un clé en main et on vous dit 1, 2, 3, mais un moyen de réflexion pour ceux qui nous écoutent. Donc c'est top. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Je te remercie beaucoup, Faustine, de m'avoir fait confiance en participant à ce début de podcast, puisque tu seras la première interviewée, le deuxième épisode, donc un peu la marraine des créatives. Yes, ça a été un super échange. Merci en tout cas pour ton honnêteté sur toi, ta façon d'appréhender les réseaux sociaux, la communication digitale, les doutes que tu as pu avoir. Merci d'avoir partagé tout ça. Et je suis sûre que ça va inspirer beaucoup de créateurs qui nous écoutent et qui sont en train de se demander comment communiquer ou comment retrouver du plaisir. Donc c'est top. Si on veut te suivre ou te contacter, ça se passe où ? Alors du coup, pas sur le compte de l'agence, puisque vous l'aurez compris, il est vide. Mais ceci dit, vous pouvez y aller, puisque je vous enverrai un petit message en privé. C'est toujours ce que je fais, et la conversation s'engage. Donc ça s'appelle l'agence Les Heures. Donc agence-du-bas Les Heures, si je me trompe pas. Et sinon, mon compte principal, c'est La Croquise, donc la.croquise, S-E à la fin. Ok, super. Et je vous conseille vraiment d'aller suivre Faustine sur son compte Instagram parce que c'est toujours de très beaux textes, de très beaux moments à regarder, à lire. Donc et les reels, je trouve, sont justement assez appropriés à tes textes parce qu'on a un peu l'impression que ça se dévoile au fur et à mesure et que nous on découvre les choses, le texte petit à petit, et je trouve ça très agréable. Merci beaucoup encore, Faustine. Avec plaisir. Merci à toi, Carole. Et bravo pour ton podcast. Après ce partage de Faustine, je retiendrai 2 choses. La première, c'est qu'il y a toujours des gens derrière les réseaux sociaux. Et comme moi, je suis sûre que vous penserez maintenant à la Joconde en cherchant vos hashtags. Et la seconde, c'est de ne pas hésiter à aller voir les comptes que l'on aime pour s'en inspirer. Il ne s'agit pas de copier,
mais bien de s'inspirer pour trouver sa propre voie. Si tu es encore là, c'est que tu as aimé l'épisode. Un grand merci. Pour soutenir le podcast et toutes les entrepreneurs créatifs qui y passent, tu peux laisser un commentaire. Je serai ravie de te lire et de te répondre. Tu peux aussi laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Et surtout, parle-en à toutes les entrepreneurs créatives autour de toi. Tu retrouveras toutes les news des Créactives et de la Storia Mimosa sur Instagram, storia.mimosa. Et tu peux aussi télécharger mon freebie, Deviens ta source d'inspiration pour au moins 10 idées de post fun. Le lien est en description. On se retrouve dans 2 semaines dans mon salon de thé créatif. Allez, ciao la créative!